Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La justice est une en France, on est citoyen avant d'être soldat. Napoléon Bonaparte. Introduction. L'intégration de la justice militaire du temps de paix à la justice pénale ordinaire. La volonté d'assurer en faveur des justiciables militaires une égalité de droits, tout en préservant les intérêts de la défense nationale et de prendre en compte les nouvelles missions des armées, a suscité une refonte profonde des textes législatifs et réglementaires. Depuis 30 ans, la justice militaire aura tout autant évolué que pendant les 2 siècles précédents sous les assauts conjugués de la disparition de la conscription à compter de 1998, de la multiplication des opérations extérieures et de la judiciarisation du champ de bataille. Les 2 lois du 21 juillet 1982 et du 13 décembre 2011, et la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013, dernières étapes du droit en la matière, en constituent les exemples marquants. Jusqu'en 2011, le traitement contemporain des affaires pénales militaires consacre la suppression progressive des juridictions d'exception en matière répressive sur le territoire, transférant au profit des juridictions de droit commun des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires tout en maintenant un régime particulier pour les infractions commises hors du territoire, lesquelles restent confiées au tribunal aux armées de part. Malgré une large application du Code de procédure pénale, à l'instar des juridictions de droit commun spécialisées, et un tribunal aux armées composé uniquement de magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition du ministère de la Défense, l'insertion organique de cette juridiction au sein de ce ministère continuait de nourrir les critiques de partialité. La loi du 13 décembre 2011 en actant la disparition du tribunal aux armées de Paris, dernier vestige d'une juridiction militaire autonome, a permis de clarifier les choses. La citation supra de Napoléon Bonaparte prend alors tout son sens. Les bases de notre système contemporain de justice militaire sont posées. Sera désormais actée la summa divisio, entre le temps de guerre et le temps de paix. En temps de guerre ou de crise grave, une véritable justice militaire pourrait être instaurée. Le gouvernement instituerait alors, par décret, des juridictions militaires soumises aux procédures du Code de justice militaire. Pour le temps de paix, les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire connaissent désormais des crimes et délits, commis sur ou en dehors du territoire de la République, par ou contre des militaires dans l'exercice de leur service. Dans cette nouvelle organisation, seuls des magistrats civils de l'ordre judiciaire spécialisés en matière militaire sont compétents pour connaître de telles infractions. Au regard de ces réformes, le militaire devient injusticiable presque comme les autres et désormais, la justice militaire et la justice de droit commun ne se différencient guère que par quelques spécificités procédurales, notamment celle des articles 698A1 et 698A2 du Code de procédure pénale. Au-delà de ces singularités légitimes, la multiplication des interventions militaires en opérations extérieures a justifié d'autres réformes. Depuis les années 2000, nos armées sont intervenues dans une centaine d'opérations, relevant de la qualification d'opérations extérieures. Dans ces conflits modernes le plus souvent asymétriques, le militaire français intervient dans un cadre juridique de temps de paix, mais dans des actions de combat souvent à très haute intensité exposant ainsi les activités militaires à la judiciarisation, au risque d'ignorer la spécificité des missions et d'ouvrir la faculté pour les juges à dépasser le simple cadre du droit, pour porter une évaluation sur des décisions de commandement. Pour le juriste, comme pour le militaire, c'est la question de la judiciarisation du champ de bataille qui émerge. Un tel mouvement n'est pas propre à la France, il reflète au contraire une tendance internationale. Le 2 avril 2014, la Commission parlementaire britannique de la Défense a publié son rapport sur la judiciarisation des opérations militaires et ses conséquences pour le personnel britannique. L'augmentation du nombre de contentieux à l'encontre du ministère de la Défense britannique inquiète la Commission, qui considère qu'il faut repenser les règles d'engagement. Le T International Symposium on Security and Military Law, tenu à Séoul en Corée en septembre 2014, confirme que le sujet devient d'actualité dans de nombreux pays, comme l'ont souligné les juristes militaires américains et mexicains. En France,
L'arrêt Ousbine, relatif au décès au combat de militaires tombés le 18 août 2008 dans une embuscade tendue par des talibans lors d'une mission de reconnaissance pédestre dans la vallée afghane qui a donné son nom à l'arrêt, est emblématique. De l'impact du fait militaire à l'émotion médiatique, l'événement s'est vite déplacé sur le terrain judiciaire par une plainte déposée en 2009 près le tribunal aux armées de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui, par les familles de militaires tués dans l'embuscade. La Cour de cassation a validé le dépôt de cette plainte, autorisé l'ouverture d'une information judiciaire et ouvert un droit à l'enquête judiciaire pour des faits liés à une action de combat. Cette décision créait un précédent qui revenait sur la logique sous-jacente au mouvement constant d'harmonisation. Elle conduisait à une rupture d'égalité entre la victime d'un délit commis à l'étranger par un citoyen français non militaire qui ne dispose pas de la faculté de déposer plainte avec constitution de partie civile, et la victime de ce même délit lorsqu'il est commis par un militaire français, article 113A8 du Code pénal. Le président de la République, chef des armées dans un message adressé aux militaires du 19/5/2012 a relayé cette préoccupation. Nos militaires, qui assurent la protection de la nation, méritent en retour que la nation les protège, notamment d'une judiciarisation inutile de leur action. Cette affirmation, partagée par le ministre de la Défense et par le chef d'état-major des armées, a conduit à une nouvelle réflexion menée conjointement avec le ministère de la Justice. Elle s'est traduite par l'adoption dans la loi de programmation militaire 2014-2019 d'un chapitre consacré aux dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires. Ce chapitre met en place divers outils juridiques destinés à lutter contre une judiciarisation inutile, abusive parfois, de l'action des militaires engagés en opérations extérieures. Mais que les choses soient parfaitement claires, l'objectif poursuivi n'était pas de consacrer une quelconque immunité pénale des militaires et ce, qu'il s'agisse du commandement ou des hommes et des femmes du rang. Cela a été dit pour les faits commis en dehors de l'accomplissement de la mission, mais ce refus de l'impunité vaut également pour le cœur de l'action militaire. Il s'est agi simplement de faire prendre en compte par le droit pénal la réalité de ce qu'est un conflit armé moderne, de trouver un compromis entre un droit pénal d'exception, qui est celui du temps de guerre et le droit commun, adapté au temps de paix de notre société. De nouvelles règles relatives au traitement des infractions pénales commises par les militaires français déployés hors du territoire de la République ont ainsi modifié notre droit positif. 3 retiendront notre attention. Le ministère public retrouve son impérium dans la mise en mouvement de l'action publique. La règle est donc désormais la même pour tous les Français, civils ou militaires, en ce qui concerne les délits commis hors du territoire de la République. Les poursuites ne peuvent être exercées qu'à la requête du ministère public. Cette logique est d'ailleurs poussée à son terme puisque cet impérium du ministère public vaut également pour les infractions criminelles. La presse s'en est d'ailleurs largement faite l'écho en s'interrogeant sur d'hypothétiques plaintes des familles de djihadistes français ou résidents français qui seraient neutralisés par les frappes aériennes en Syrie. La responsabilité pénale des militaires ne peut désormais être engagée pour des délits non intentionnels qu'après prise en compte par la justice pénale de la spécificité irréductible de l'action de combat. Enfin, le champ de l'excuse pénale pour usage de la force militaire en OPEX est clarifié. Ainsi, la loi de programmation militaire 2014-2019 se présente non pas comme un obstacle à l'intervention du juge dans la sphère militaire, mais plutôt comme une étape importante vers une judiciarisation que l'on pourrait qualifier d'éclairée des affaires pénales militaires. Elle constitue un cadre juridique solide pour la justice des militaires en temps de paix, qui n'est plus une justice militaire mais une justice de droit commun spécialisée en matière militaire. La justice spécialisée en matière militaire. Quel progrès par rapport à la justice militaire ? La justice militaire ne pouvait qu'être forte quand la survie même de la nation passait par l'emploi des armes sur son sol en temps de guerre. Le traitement des affaires pénales militaires par une justice de droit commun spécialisée s'impose aujourd'hui, quand la société entière se judiciarise et que l'action de combat du temps de paix relève des opérations extérieures. C'est bien en cela que la disparition de la justice militaire au profit de la justice de droit commun spécialisée en matière militaire constitue une évolution favorable.
En réalité, l'intégration progressive de la justice militaire en temps de paix dans la justice de droit commun a conduit l'armée et la justice à trouver un équilibre afin de permettre à chacune d'accomplir sa mission sans entraver l'action de l'autre. Plus que de progrès, c'est bien une évolution vers l'équilibre dont il s'agit. Cet équilibre a pourtant été attaqué. Ces deux piliers essentiels de la spécificité de la justice pénale applicable aux militaires que constituent l'avis et l'impossibilité de la citation directe, ont récemment été contestés. Mais ils ont gagné le combat juridique, et plus qu'une médaille militaire ont reçu validation constitutionnelle. Dans une décision du 24 avril 2015, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a en effet considéré que les articles 698A1 et 698A2 du Code de procédure pénale étaient conformes à la Constitution. La partie à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité soutenait que ces deux dispositions étaient contraires au principe d'égalité devant la loi et à celui du droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ces arguments. Par une motivation explicite appuyée sur les contraintes inhérentes aux missions des forces armées, les sages de la rue Montpensier ont illustré la fiabilité et la modernité du modèle français de justice spécialisée en matière militaire. Une telle reconnaissance des spécificités de la justice pénale applicable aux militaires est rassurante pour les armées et encourageante pour les hommes engagés sur les théâtres d'opération. C'est ainsi logiquement forgé une spécialisation du traitement des affaires pénales militaires à la française, dont les spécificités garantissent les militaires contre une judiciarisation excessive de leur action et des risques qu'ils acceptent d'assumer en s'engageant. Elle est également le gage de l'absence d'instrumentalisation de l'action judiciaire par des individus ou des États qui auraient intérêt à contester par ce biais la politique militaire française. Son évolution, tant idéologique que pragmatique, tend à préserver non seulement la spécificité militaire au sein du droit commun, mais aussi toute la latitude d'une fonction régalienne en distinguant l'appréciation juridique de l'évaluation proprement politique de l'opportunité d'une mission militaire. Le temps te construit des racines. ANTOTNE2SATNTEXUPERY Citadelle. Chapitre 1. Le sens de l'histoire de la justice militaire. L'institution de la justice militaire est la conséquence nécessaire de cette autre nécessité qu'est l'armée, affirmait Clemenceau en 1903 à la Chambre des députés. Il y a parfois des ambiguïtés. Il n'y a plus de justice militaire, ça n'existe plus. Je pense qu'il y a des Français qui pensent que ça existe toujours, non. C'est de la justice ordinaire. Ainsi s'exprimait pour RMC et BFM TV le 18 juin 2015 M. Jean-Yves Le Drtan, ministre de la Défense. Un siècle de cheminement juridique sépare ces deux déclarations qui corroborent le sens de l'histoire. 1.1 Le sens de l'histoire, de la justice du chef à la justice militaire. Fort longtemps avant Clemenceau, la démarcation entre la punition disciplinaire infligée par le chef militaire et la peine prononcée par jugement n'était guère apparente. De plus, les infractions commises par des militaires relevaient de juridictions et de procédures réservées à eux seuls. Sous l'Empire romain déjà des juridictions militaires spéciales encadraient les armées, sous la présidence des legadii. L'empereur Constantin institua même des magistri militum pour statuer en appel sur les infractions militaires. La création d'une justice militaire en France est motivée à l'origine pour s'assurer la loyauté des éléments hétérogènes qui constituaient les armées royales. De ses prémices en 1347, lors de la guerre de Cent Ans, à la fin de l'Ancien Régime, elle connaît dans l'histoire un lent perfectionnement procédural. Dans l'ancien droit, un mandement du roi Philippe VI du 1er mai 1347 soustrayait le sort des gendarmes aux juridictions ordinaires et les rendait justiciables des chastelains avec un premier degré d'appel confié aux sénéchaux, et au roi lui-même ou son délégué en second appel. Au milieu du XIIIe siècle est instauré le tribunal de connétabli. Le chef des armées, le connétable, délègue son pouvoir de police au prévôt qui acquiert progressivement le droit de juger, grand prévôt. Jusqu'au XIIIe siècle, la justice militaire reste donc celle du commandement. En 1467,
l'ordonnance de Plessis-les-Tours instaure pour la première fois une distinction entre délits militaires et délits non militaires. Du XT5e siècle à la veille de la Révolution française se construit peu à peu un enchevêtrement complexe de juridictions chargées de la justice militaire. Ainsi le tribunal de la connétablie, la juridiction des prévôts de l'armée, les conseils de guerre et les présidiaux constituaient-ils autant de juridictions militaires différentes dont la compétence était déterminée par la nature de l'infraction et le rang de l'accusé. Le tribunal du point d'honneur, composé des maréchaux de France, avait quant à lui l'impossible charge de prévenir et de réprimer les duels entre gentilshommes. Mais la partialité de cette justice d'exception va cristalliser une partie de la contestation au sein des cahiers de doléances. Sur ce point, la Révolution française va marquer une première grande rupture, du moins de 1790 à 1792. Plus libéral, le droit s'adapte à cette armée citoyenne. Prodigue de la peine de mort et de lourds châtiments corporels, les juridictions furent réformées par le droit révolutionnaire qui remplaça les conseils de guerre par des cours martiales chargées de juger les infractions militaires alors que les infractions de droit commun commises par un militaire relevaient des juridictions communes. Par la loi du 12 mai 1793, la Convention charge les tribunaux criminels militaires de rendre la justice militaire en s'appuyant sur un jury d'accusation et un jury de jugement composé de militaires. La réaction du 9 Thermidor, en 2, met fin à ces jurys et substitue aux tribunaux criminels des conseils militaires composés de 9 militaires, 3 officiers, 3 sous-officiers et 3 soldats, avant de réserver leur composition aux seuls officiers par la loi du 4 Brumaire en 4. La loi du 13 Brumaire en 5 établit dans chaque division un conseil de guerre permanent, composé de 6 officiers et un sous-officier qui siège sur la saisine du général qui a charge de décider du renvoi de l'inculpé devant le conseil après instruction des faits par un capitaine rapporteur. Des conseils de révision et un tribunal de cassation complètent cette organisation de la justice militaire. Napoléon Ier affirme sa volonté de restreindre la compétence des conseils de guerre aux seules infractions militaires. L'acte additionnel à la Constitution du 22 avril 1815 en porte trace. Les délits militaires sont seuls du ressort des tribunaux militaires. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils. Il faudra cependant attendre le Code de justice militaire pour l'armée de terre du 9 juin 1857, pour que soient apportées de véritables innovations même si le général reste seul compétent pour traduire un inculpé devant le conseil de guerre. Ce code consacre le système de compétences personnelles, car la composition du conseil est liée au grade de l'accusé qui ne peut être jugé par ses inférieurs. Le code innove par 4 mesures. La publicité des audiences militaires est assurée. La composition des conseils antérieurement laissée au bon vouloir du général est désormais fixée dans l'ordre d'un tableau dressé annuellement. Le quantum des peines est adouci. Un unique conseil de révision compétent sur tout le territoire est fixé à Paris. Lorsque débute le premier conflit mondial, les principes de la justice militaire sont ceux du Code du 9 juin 1857. Cependant, la loi du 18 mai 1875, forgée dans la logique d'une justice militaire et d'un droit pénal militaire entièrement dérogatoire au droit commun, étend aux inculpés militaires la plupart des garanties procédurales de l'instruction préparatoire et permet l'octroi des circonstances atténuantes et du sursis. 1.2 Le sens de l'histoire, de la justice militaire à la justice de droit commun spécialisée. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, une tension va naître entre la justice militaire, les juridictions militaires et l'exigence de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette tension est symbolisée par les critiques dont les conseils de guerre font alors l'objet, critiques qui atteindront leur paroxysme dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Les conseils de guerre sont alors des juridictions d'exception qui vont, sous les critiques de plus en plus féroces des observateurs, juger lourdement et parfois de manière considérée comme expéditive, des militaires français pendant le premier conflit mondial. Dans l'entre-deux-guerres, l'heure est au changement. C'est le nouveau Code de justice militaire pour l'armée de terre du 9 mars 1928, qui va constituer le premier jalon du long processus de remise en cause de la justice militaire. Ce texte introduit en effet pour la première fois un magistrat issu de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire un civil, au sein de la justice militaire.
Et c'est ce magistrat de l'ordre judiciaire qui se voit confier la présidence des tribunaux militaires qui viennent dans le même temps remplacer les conseils de guerre. Les pouvoirs de poursuite et d'instruction en la personne du général sont séparés, et la peine devient proportionnée à la faute. Une loi du 13 janvier 1938 porte code de justice militaire pour l'armée de mer, tandis que celle du 2 juillet 1934 avait organisé celui de l'armée de l'air. Mais, dès la fin de la Première Guerre mondiale, se pose la question de la relation entre les juridictions militaires et le respect des droits de l'homme. Bousculé par une très forte critique sur les conseils de guerre, juridiction d'exception constituée d'officiers, la justice militaire de l'armée de terre dès 1928 puis toute la justice militaire de l'après-guerre évolue alors vers une organisation hybride composée de magistrats civils de l'ordre judiciaire qui siégeaient aux côtés de juges militaires. Les officiers de la justice militaire de chaque armée, issus du Code de justice militaire de 1928, intégreront, à la faveur de la loi du 9 novembre 1956, le corps des magistrats militaires. Cette loi instaure également le cadre des officiers greffiers et sous-officiers commis greffiers de la justice militaire. En 1965, la justice militaire se dote d'un code unique par la fusion du code de l'armée de terre avec ceux de l'armée de l'air et de la marine. Ce code unique met notamment en place les tribunaux permanents des forces armées, juridiction militaire spécifique intégrant des magistrats civils appartenant à l'ordre judiciaire. Ces magistrats de l'ordre judiciaire siègent alors aux côtés de juges militaires désignés par l'autorité militaire. Mais les dérogations au droit commun dominent encore. Ainsi, le monopole conféré au ministre de la Défense pour mettre en mouvement de l'action publique, l'absence de double degré de juridiction et l'impossibilité de faire appel ou encore l'absence de jury populaire pour connaître des crimes commis par des militaires restent des singularités notables. Ce code unique, s'il rapproche le droit militaire du droit commun, conserve donc néanmoins au droit militaire un caractère propre. Les tribunaux permanents des forces armées fonctionneront ainsi jusqu'en 1982. La loi 82A621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État ouvre le champ des réformes contemporaines déterminantes. En modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire et en supprimant les juridictions militaires, les tribunaux permanents des forces armées, en temps de paix sur le territoire de la République, elle met un terme à des siècles de droit et de procédure pénale spécifiques. Le nouveau code de justice militaire qui en est résulté, publié par le décret numéro 82A 984 du 19 novembre 1982, instaure une coupure entre les régimes du temps de paix et du temps de guerre. Il opère une seconde dichotomie fondée sur le lieu de commission de l'infraction, sur ou hors le territoire national. En temps de paix sur le territoire de la République, les infractions commises par les militaires en service sont confiées à des juridictions de droit commun selon les modalités fixées aux articles 697 et suivants du Code de procédure pénale. Pour les faits commis par les membres des forces armées stationnant ou opérant hors du territoire de la République, le dispositif institué par la loi de 1982 s'avérait d'une particulière complexité. Les membres des forces relevaient, selon le cas de diverses juridictions des forces armées ou de plusieurs juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. Dans ces conditions, une reprise du Code de justice militaire apparaissait nécessaire. La loi du 10 novembre 1999 modifie profondément ce code dans ses dispositions applicables au temps de paix. Les deux principes de cette réforme sont l'institution d'une juridiction unique, le tribunal aux armées de Paris, pour connaître de l'ensemble des infractions commises par les forces armées hors du territoire de la République. La soumission de principe du tribunal aux armées de Paris aux règles de procédure pénale issues de la loi du 4 janvier 1993, sous réserve de quelques particularités. La loi du 10 novembre 1999 a ainsi modifié ou abrogé de nombreuses dispositions qui étaient communes au temps de guerre et au temps de paix. Le législateur a cependant expressément voulu exclure l'application des nouvelles dispositions au temps de guerre. La loi dispose en conséquence qu'en temps de guerre demeure applicable le Code de procédure pénale antérieur à la loi du 4 janvier 1993, le Code de justice militaire,
dans sa rédaction résultant de la loi du 21 juillet 1982. Ce faisant, les dispositions applicables du Code de justice militaire en temps de guerre sont rendues d'un accès particulièrement difficile. C'est pourquoi le législateur avait ordonné, art. 66 de la loi, une refonte du Code de justice militaire avant le 31 décembre 2002. Ce délai n'ayant pu être tenu en raison des impératifs propres à chaque ministère concerné, a été saisie l'occasion qu'offrait la loi numéro 2004/1343 du 9 décembre 2004 portant simplification du droit qui a habilité le gouvernement à refondre le Code de justice militaire par ordonnance dans le délai de 18 mois, articles 84 et 92. L'ordonnance numéro 2006/637 du 1er juin 2006 portant refonte du Code de justice militaire a été préparée autour de deux axes de travail. Respecter le droit constant, c'est-à-dire les principes posés par le législateur dans la loi de 1999. Autonomiser la procédure pénale du temps de guerre, en intégrant dans le corps du texte les dispositions du Code de procédure pénale, dans leur version antérieure au 1er janvier 1993, auxquels les articles du Code de justice militaire renvoient. Elle a été ratifiée par la loi numéro 2007/289 du 5 mars 2007 portant modification du Code de justice militaire et du Code de la défense, qui a particulièrement introduit le droit d'appel en temps de guerre. La partie législative a été complétée par deux décrets, qui ont codifié la partie réglementaire de ce code. Le décret numéro 2007/759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire, deuxième partie, décret en Conseil d'État, qui, outre le siège et la dénomination du tribunal aux armées, comprend essentiellement des dispositions utiles au temps de guerre, habilitation à procéder à des enquêtes de personnalité, habilitation à contribuer à l'application du contrôle judiciaire, modalité des apostrophes, exécution du contrôle judiciaire, cautionnement, indemnisation d'une détention provisoire indue. Le décret numéro 2008/600/21 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire, troisième partie, décret qui a codifié 5 décrets. Par la suite, afin de poursuivre la procédure de simplification de l'organisation judiciaire amorcée en 1982 et continuée en 1999, il a été proposé que la juridiction de droit commun spécialisée de part devienne compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci. En effet, malgré une large application du Code de procédure pénale, à l'instar des juridictions de droit commun spécialisées, et un tribunal aux armées composé uniquement de magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition du ministère de la Défense, l'insertion organique de cette juridiction au sein de ce ministère continuait de nourrir les critiques de partialité. La loi numéro 2011/1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, en opérant le transfert de compétences, a permis de clarifier les choses. Enfin, la loi numéro 2013/1168 du 18 décembre 2013, relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, adapte le traitement pénal des affaires militaires aux spécificités militaires et concentre les juridictions de droit commun spécialisées. Le législateur a ainsi acté la disparition de la justice militaire, et construit pas à pas un corpus juridique solide et parfaitement adapté à la justice des militaires et à la spécificité de leur mission contemporaine. Il n'est de richesse que d'hommes. Jean Baudetn. Jurisconsulte, économiste, philosophe et théoricien politique. Chapitre 2. Les acteurs spécialisés des affaires pénales militaires. L'accélération du tempo des réformes renforce le sentiment d'un corpus juridique du droit militaire en constante évolution et qui innove au gré de logiques stratégiques, opérationnelles et managériales, lesquelles exigent elles-mêmes de fortes capacités d'adaptation. L'application efficiente du corpus juridique rénové de traitement des affaires pénales militaires ne peut en conséquence pas faire l'économie de la spécialisation de ces acteurs. Cette spécialisation se manifeste d'abord par la concentration du traitement des affaires pénales militaires dans un nombre limité de juridictions regroupées en 9 pôles interrégionaux fixés à Paris,
Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Metz, Lille, Toulouse et Cayenne par le décret numéro 2014-1443 du 3 décembre 2014. Elle se complète par l'affectation dans ces pôles de personnel dédiés, les officiers greffiers et commis greffiers militaires. Ces greffiers militaires, issus de toutes les armées et services, spécifiquement recrutés et formés par la Direction des affaires juridiques du ministère de la Défense, Division des affaires pénales militaires, sont ainsi acteurs mais sans doute aussi les garants de la spécialisation en matière militaire. Le ministère de la Défense a également implanté, au sein de sa Direction des affaires juridiques, une sous-direction, la Division des affaires pénales militaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.